dernier drame qui avait secoué le royaume. Assis sous un superbe manguier dans sa cour, Cana se prélassait, bien à l'abri des agressifs rayons du soleil. Se prélasser, il n'en avait que l'air, car son esprit tortueux était en ébullition. Il cherchait un moyen durable de garder le roi dans son palais. Il ne fallait pas qu'il s'éloigne, sous aucun prétexte. Sinon, l'emprise sous laquelle il était serait rompue et cela retarderait ses projets. Il avait déjà perdu assez de temps. Il avait hâte d'aboutir. Il pouvait être patient, mais ce n'était pas vraiment dans sa nature. Le temps commençait à lui sembler sérieusement long, bien que cette attente en vaille vraiment la peine. Une attente pour un objectif inimaginable, même pour la plus fertile des imaginations. Même lui, dans ses rêves les plus fous, n'avait jamais envisagé une telle hypothèse. Il n'avait jamais imaginé, ni rien soupçonné de tel, jusqu'au jour où il était arrivé à connaître l'existence d'une telle possibilité. Quand il avait été chassé du royaume d'Abamé par ses frères, qui ne voulaient pas le laisser monter sur le trône, il avait ressenti un sentiment de colère et d'injustice intense. Le trône lui revenait de droit, puisqu'il était l'aîné. Il n'avait pas le droit de le priver de son héritage. Il avait donc décidé de reconquérir son trône par tous les moyens, quel qu'en soit le prix. Et il erra de royaume en royaume, cherchant une solution, sa motivation alimentée par une rancœur meurtrière. Et un jour, alors qu'il se promenait dans un des nombreux royaumes qu'il avait parcourus, le sort lui avait souri. Le sort lui avait souri sous la forme d'un vieil ermite vivant au bord d'une superbe forêt. Ce dernier s'était approché de lui. Il lui avait soufflé d'une voix rauque. « J'ai la solution à ton problème. Suis-moi. » Cana n'avait hésité qu'une fraction de seconde avant de le suivre dans sa hutte. Ce que le vieillard lui avait proposé était tout simplement fantastique, complètement fou. Il avait tout d'abord été saisi d'une sorte de crainte, mais qu'il avait maîtrisée aussitôt. « Pourquoi fais-tu cela pour moi, vieil homme ?» lui avait-il demandé. « Veux-tu ou ne veux-tu pas réaliser tes desseins ?» lui avait répliqué l'ermite. « Je le veux. Alors, il te faudra me faire une confiance aveugle, » avait continué le vieillard en le regardant droit dans les yeux. Ce fut la seule rencontre qu'il eut avec l'étrange personnage. Il ne revit jamais sa hutte non plus. À l'endroit où celle-ci se dressait, il ne trouva plus que de la broussaille. Il se renseigna auprès des habitants de la région, mais personne ne sembla comprendre de qui il parlait. Il décida toutefois de suivre les instructions que le mystérieux personnage lui avait données. Il se dirigea vers le royaume de Louhémo. Et tout ce qu'il lui avait prédit s'était réalisé. Un sourire imperceptible se dessina sur son beau visage, tandis que ses pensées revenaient au présent. Opoku s'adressait à lui. « Qu'y a-t-il » ? « J'ai des craintes concernant Mokosi, maître. Je ne crois pas qu'il aura le courage et la force de tenir ses engagements jusqu'au bout. » Cana se pinça les lèvres, haussa les sourcils et se rejeta en arrière contre le dossier de son siège en bois sculpté. « Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne tiendra pas ses engagements ? Il est faible mentalement. Je suis certain qu'il n'a pas supporté la mort du vieillard. Il est un danger. » Le prince soupira et laissa ses yeux se perdre dans le feuillage du manguier. « Figure-toi que je le pense aussi, et je suis très heureux de constater que je peux compter sur toi pour la réussite de notre projet. Ta réussite est aussi la mienne, maître. » Le prince se leva et se dressa face à son fidèle compagnon, plongeant son regard dans le sien. « Tu ne crois pas si bien dire, Opoku, souffla-t-il. Et c'est pour cette raison que j'ai une totale confiance en toi. En ce qui concerne Mokosi, nous avons encore besoin de lui. Il est notre oreille au palais et nous pouvons nous en passer. Pour l'instant. Alors, nous allons simplement garder un œil sur lui. Tu vas garder un œil sur lui.
Tu peux compter sur moi. Kana s'était déjà réinstallé dans son siège. Bien, va donc faire ce que tu as à faire et laisse-moi réfléchir. Très bien, maître. Opoku repartit, aussi silencieusement qu'il était venu, laissant le prince replonger dans ses réflexions. Il devait trouver une solution très vite, sous peine de voir ses efforts réduits à néant. Une grande partie de la machination dépendait du fait que Kana soit dans la grâce du roi, puis du peuple. Or, pour s'attirer la sympathie du peuple, il avait décidé de le faire vivre en organisant des nuits de danse folles, auxquelles les habitants de l'Uemo n'étaient pas habitués, mais dont ils raffolaient maintenant. D'autant que son arrivée, coïncidant avec la fin d'une période difficile, fin qu'on lui attribuait, avait grandement facilité le contact. Mais le roi, dans son état normal, n'aurait sans doute pas autorisé cela. En tout cas, pas ces nuits qu'il organisait chez lui, réveillant l'agressivité des participants, des spectateurs. Pas dans cet esprit-là. Le roi n'aurait pas autorisé cela. Preuve en était que les conseillers étaient surpris qu'ils n'écoutent plus leurs remarques, comme s'ils refusaient de reconnaître que le prince étranger n'avait pas que de bonnes intentions à l'égard du royaume. Ils avaient été encore plus surpris lorsque le roi, n'invoquant même plus le devoir d'hospitalité, se mettait tout simplement en colère dès que l'on essayait de le mettre en garde contre son hôte. Et un beau jour, à l'instigation du premier conseiller, tous cessèrent de lui faire une quelconque remarque, quelle qu'elle fût, sur le fils du roi Bangu. Ce dernier avait d'ailleurs trouvé très étrange que l'on cesse ainsi brusquement de vouloir faire changer le souverain d'avis sur son compte. Et voilà que maintenant, une expédition de chasse était prévue dans 2 jours, toujours à l'instigation du premier conseiller. L'expédition en elle-même n'était pas une nouveauté dans le royaume. La nouveauté était qu'elle devait durer plus de 3 jours. 3 jours, c'était assez long pour que le roi retrouve ses esprits. Il fallait à tout prix empêcher qu'il soit éloigné durablement de l'influence de la sphère sous le palais. Mais comment faire? Gao se doutait-il de quelque chose? Ou pire, savait-il quelque chose? Si oui, comment était-ce possible? Il faudrait peut-être s'occuper de ce premier conseiller, mais il était très apprécié dans le royaume et ce serait très délicat. Kana ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, tout ce qui se passait était motivé par un but précis. Et comme ce but précis, quel qu'il soit, était une entrave à son plan, il fallait y faire échec. Les préparatifs pour l'expédition allaient bon train. Le roi n'avait eu aucune objection à la proposition de Gao. Il la trouva même plutôt bonne. Un souverain qui va s'enquérir de l'état de son royaume après une période difficile et passe quelque temps avec ses sujets, c'était une très bonne idée. Mais ce dont il était le plus satisfait, c'était que plus personne ne semblait encore vouloir le dissuader d'héberger le prince étranger. Et il s'était enfin rendu compte qu'il n'était pas du tout tel que la rumeur le décrivait. Après tout, il organisait des fêtes pour rendre tout le monde heureux de vivre. Et les habitants du royaume l'appréciaient. Il n'aurait pas compris qu'on lui retire brusquement l'hospitalité qui lui avait été accordée. Il y avait déjà un grand nombre de curieux, malgré l'heure très matinale, dans l'artère principale de l'Uemo, celle menant directement du palais à la sortie du village. C'était toujours un spectacle que de voir le roi partir avec son cortège pour une expédition quelconque. C'était également une manifestation de respect qu'ils avaient pour leur souverain. On ne laissait pas le roi quitter le village dans l'indifférence générale. La croyance disait que cela entraînait non seulement une mauvaise chasse, mais qu'elle pouvait aussi lui être fatale. Il y avait les porteurs de lances, les porteurs d'arcs et de flèches, tous ceux qui étaient utiles pour porter le matériel de chasse, puis au retour, le gibier. Les porteurs de la chaise royale étaient aussi prêts. 8 formidables athlètes, choisis pour leur endurance et leur souplesse. Gao veillait à ce que rien ne soit laissé au hasard, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. En tant que premier conseiller, il restera au village pour pallier l'absence du roi. Seuls quelques adjoints seraient du voyage. D'ailleurs, il préférait rester au village car si Kana devait tenter quoi que ce soit,
Ce serait ici et pas ailleurs. Ce ne serait pas à son avantage de faire du mal au roi. Non seulement ce dernier était en quelque sorte son protecteur, mais en plus, il y risquerait de retourner l'opinion contre lui. Elle était si versatile. Sa réputation le rattraperait très vite. Cana était trop malin pour commettre une telle erreur, d'autant qu'il avait encore certainement besoin du souverain pour mener à bien ses desseins. Le prince étranger avait décliné l'invitation à l'expédition. Il était souffrant et ne pouvait entreprendre de longs déplacements. Cela renforça la conviction de Gao que le roi n'avait rien à craindre une fois hors du village. Au contraire, c'est au palais qu'il avait le plus à craindre, et le premier conseiller se demandait encore comment Cana s'y prendrait pour ramener le souverain au palais si cela était indispensable. Le cortège avait dépassé Kiazi depuis quelques heures lorsque le vent se leva. Il commença comme une légère brise. Comme il faisait chaud, le soleil ayant déjà commencé son œuvre, tous se réjouirent de cette clémence bienfaitrice. La route serait longue et un peu d'air frais n'était pas de refus. Du moins, pensait-il que la route serait longue. L'idée qui avait germé dans l'esprit de Gao était de profiter de l'absence du roi pour tenter de fouiller le palais et trouver la trace de la présence de la fameuse sphère. Peut-être une cavité ou une sorte de grotte juste sous le palais. C'était à son fils Zola de percer le mystère. C'était lui qui détenait le plus d'informations à ce sujet. Il n'avait que quelques jours pour le faire, et il y avait le risque que cela prenne plus de temps qu'il ne le pensait. Ces recherches devaient avoir lieu dans la plus grande discrétion. Elles se dérouleraient bien entendu avec la complicité de la princesse. Le premier conseiller avait convenu avec cette dernière et son fils qu'il s'introduirait le plus discrètement possible dans le palais, car sa présence risquant d'être longue, l'on ne devait pas prendre le risque que quelques âmes trop attentives ne s'en offusquent. Zola avait donc profité des va-et-vient et de la confusion créée par les préparatifs du départ du roi pour se glisser dans la zone du palais réservée à la princesse. Celle-ci avait pris soin d'éloigner temporairement les membres de sa suite pour éviter toute indiscrétion. Le jeune homme n'en revenait pas. Il se trouvait dans les appartements privés de la princesse Elikia. Jamais il n'aurait imaginé que cela pouvait arriver un jour. Il se dit qu'il était certainement le seul membre masculin non royal à s'y être jamais introduit. Il promena son regard autour de lui et s'en fut rendu compte qu'il se trouvait précisément dans la chambre à coucher. Celle-ci mesurait environ 10 pas sur 10. Il y avait au centre un lit, recouvert d'une sorte de tenture soutenue par une armature en bois massif, reposant sur 4 pieds posés aux 4 coins du lit. Belle moustiquaire, se dit le jeune homme. Sur les murs, il y avait des tableaux. C'étaient en fait des plaques de bois sculptées représentant des scènes de la vie quotidienne d'une princesse. Il y avait également des masques, de superbes pans de tissu. Il eut soudain l'impression qu'un regard était posé sur lui. Il se retourna lentement et vit la fille du roi qui le regardait dans la pénombre. Non loin d'elle se trouvait sa fidèle servante, Fatou. Elles étaient toutes deux à contre-jour, la torche la plus proche étant derrière elle. La chambre de la princesse était en effet située vers le centre du palais et n'avait aucune ouverture donnant sur l'extérieur, si ce n'était quelques cheminées d'aération débouchant sur le toit. Comment la trouves-tu ? La chambre ? Très belle, princesse, très belle. Dis donc, Zola, on ne te voit pas souvent lors des cérémonies. Te désintéresserais-tu des traditions de nos ancêtres ? Oh non, pas du tout, princesse, pas du tout. Seulement, il m'est très difficile parfois d'y assister car je suis souvent occupé. Vois-tu, princesse, je m'occupe à droite et à gauche, et j'en fais peut-être plus que je ne devrais. Je suis donc souvent fatigué. C'est une excuse un peu faible, jeune homme. Je te rappelle tout de même que tu es le fils du premier conseiller du royaume. Zola ne trouva rien à répondre à ce reproche. Je suis curieuse de voir de quelle manière tu vas nous tirer de cette situation dans laquelle nous sommes, si toutefois tes soupçons se révèlent fondés. J'aurais préféré avoir tort, princesse. Pour le reste, je ferai de mon mieux.
Il y eut un temps mort pendant lequel les deux jeunes gens se regardèrent, les yeux dans les yeux. La princesse ne savait que trop penser de ce jeune homme dont elle entendait de temps en temps parler. On en disait du bien lorsqu'il s'agissait des nombreux services qu'il rendait autour de lui, mais aussi du mal, car son attitude faisait aussi croire qu'il se désintéressait des affaires du royaume, alors que sa filiation aurait plutôt voulu qu'il s'y intéresse de très près. Son engagement semblait montrer aujourd'hui que cette idée était très probablement fausse. Zola, quant à lui, se demandait ce que pensait vraiment cette jeune femme de lui. Elle venait de lui faire un reproche et semblait avoir une certaine défiance à son égard, mais en même temps, il savait qu'elle lui faisait confiance, sinon il ne serait pas là. Il se rappela qu'il était malvenu de soutenir le regard de la princesse trop longtemps. « J'ai besoin d'être conduit à une pièce qui soit près de la grande salle, par laquelle je puisse creuser discrètement pour avoir accès au-dessous de la salle du conseil. » La princesse sortit de la salle en faisant mine de patienter, laissant le jeune homme seul avec sa servante. Le regard inquisiteur de Fatou mit le fils de Gao mal à l'aise, mais il n'en laissa rien paraître. La princesse revint quelques minutes plus tard. « Suis-moi, lui dit-elle, et sans faire de bruit. »« Je vais essayer, » répondit le jeune homme en hissant par-dessus son épaule un sac contenant son matériel. Il lui emboîta le pas à travers quelques pièces et couloirs pour arriver à un petit espace qui devait certainement servir de débarras et qui ne semblait pas être régulièrement fréquenté. Il y faisait sombre car le mince filet de lumière qui l'éclairait provenait du couloir, mais Zola put distinguer quelques malles en bois. « De l'autre côté du mur se trouve la grande salle, » dit la princesse. « Je n'ai pas trouvé plus proche et plus discret. »« Je pense que ce sera parfait, princesse, d'autant que le sol n'est pas recouvert de dalles. Et ces malles, sont-elles... Oui, elles sont vides. Elles peuvent éventuellement servir à cacher la terre retirée du trou. »« Parfait, princesse, » dit le jeune homme en souriant. « Je vois que tu as pensé à tout. Je pense surtout que le sort du royaume repose désormais sur toi. Je vais tâcher d'être efficace. Le moins de bruit possible et aussi vite que je peux. Cela va être difficile de concilier les deux. Je vais faire en sorte que les gardes ne s'approchent pas trop de cette zone. » De nouveau, les deux jeunes gens se regardèrent sans rien dire. Puis, avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, elle s'en alla, suivie de Fatou qui jeta un dernier regard froid au jeune homme.